Vous avez constaté, chers téléspectateurs, que les affaires de corruption revenaient régulièrement à la une de l'actualité. Et j'ai pensé qu'il était intéressant de nous tourner vers le passé pour voir s'il avait existé des situations analogues à celles que nous pouvons connaître. Et effectivement, la corruption, c'est un mal vieux comme le monde. Et je voudrais vous parler notamment aujourd'hui d'une affaire qui prit une importance politique considérable en son temps, à savoir le scandale de Panama au début des années 1890. Alors nous sommes le 21 novembre 1892 au Palais Bourbon et le député Jules Delahaye, dans un discours, annonce qu'il va accomplir un devoir de salubrité publique, que tous les partis sont concernés par ce qu'il va révéler. Il demande en effet la création d'une commission d'enquête à propos de la faillite de la compagnie de Panama. Il présente ceux qui sont impliqués dans cette affaire comme une camarilla, comme un syndicat politique qu'il accuse de vénalité, qu'il accuse d'avoir gaspillé la fortune de tous, gaspillage réalisé par ceux qui avaient mission de la défendre. Des accusations donc extrêmement lourdes, accusations de corruption. De quoi s'agit-il ? Eh bien, la Chambre a voté l'autorisation d'une émission d'obligations à l'eau en faveur de la compagnie de Panama de Ferdinand de Lesseps, condition pour que celle-ci puisse éviter le gouffre financier. Et dans cette affaire, le comportement des parlementaires a été plus qu'ambigu, c'est peu de le dire. Au point que l'orateur déclare qu'il y a dans cette Chambre deux catégories, ceux qui ont touché et ceux qui n'ont pas touché. On imagine le tumulte que cela déclenche. Tout cela a été décrit magnifiquement par Maurice Barrès dans son ouvrage intitulé « Leur figure », qui rend compte de cette affaire. Les députés réclament des noms, tout du moins ceux qui se considèrent comme innocents. On échange des cris et des insultes. La droite applaudit, les socialistes aussi. En revanche, la majorité parlementaire de centre-gauche du moment, elle se dit tout à fait indignée par ces accusations. En effet, les députés sont bien conscients qu'elles peuvent avoir des effets redoutables sur l'opinion et sur les épargnants, dont on sait le poids qu'ils représentent dans le corps électoral à l'époque. En effet, l'opinion, elle a été déjà affectée à plusieurs reprises. Il y a eu le krach de l'Union générale quelques années plus tôt. Il y a eu la faillite de ce qu'on a appelé les valeurs à turban, de la dette tunisienne, ottomane, égyptienne. Il y a eu, non pas dans le domaine directement financier, là, mais c'est un petit peu le cas quand même, le scandale des décorations, le gendre du président de la République Jules Grévy-Wilson installant à l'Élysée un véritable bureau pour trafiquer les légions d'honneur. C'est ce qui lui avait valu à la presse de dire que jusque-là on était décoré et content et que maintenant on était décoré au comptant. Alors tout ça, ça commençait évidemment à faire beaucoup. L'affaire de Panama va être un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit à l'origine d'un projet de Ferdinand de Lesseps, très connu bien sûr à l'époque pour avoir été l'initiateur du percement de l'isthme de Suez. Le canal de Suez a été inauguré en 1869. Le succès a été immédiat et son utilité s'est révélée tout à fait évidente. Alors 10 ans plus tard, en 1879, un congrès est réuni pour étudier le percement de l'isthme centra-américain à hauteur de Panama. Lesseps a déjà 74 ans à l'époque, il faut le signaler. Seulement, traverser l'isthme mésoaméricain, donc en Amérique centrale, c'est beaucoup plus compliqué que de percer l'isthme de Suez entre la Méditerranée et la mer Rouge. Le relief, les conditions géologiques, les conditions climatiques particulièrement pénibles en particulier, tout cela constitue autant d'obstacles. En plus, Lesseps et ses amis n'auront pas cette fois le soutien de l'impératrice Eugénie qui a été décisif lors de la mise en œuvre du projet
de Suez. Alors, en août, une première souscription est lancée. Nous sommes, je le rappelle, en 1879. Résultat plutôt décevant. On se rend compte qu'il faut s'assurer le soutien de la presse. Il faut de la publicité, en quelque sorte, pour que les choses marchent. Et d'ailleurs, la commission d'enquête qui interviendra ensuite remarquera que l'entreprise a bénéficié de soutien de la presse tout à fait important et que de toute manière tout cela a coûté beaucoup d'argent, évidemment, à la compagnie. Il faut aussi racheter la concession accordée par le gouvernement colombien à un descendant de Lucien Bonaparte. Il faut racheter la compagnie ferroviaire qui assurait la liaison entre Panama sur la côte atlantique et Colón sur la côte pacifique. Et finalement, on débute les travaux en 1881. Mais tout cela se passe de manière chaotique. L'entreprise belge mobilisée déclare forfait au bout de 8 mois. Les difficultés que j'évoquais se révèlent beaucoup plus lourdes que prévu. Et en 1884, 10% seulement des déblaiements envisagés ont déjà été réalisés. Alors comment fait-on? Eh bien, on émet de nouvelles obligations. En 82 déjà, en 83, encore en 84, il faut récidiver en 85. Mais alors là, on imagine une formule d'obligation à lot. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté des obligations pourront bénéficier, à l'issue d'un tirage au sort, d'un complément en quelque sorte d'argent, d'un gain supplémentaire. Tout cela, c'est pour les inciter, évidemment, à acheter des obligations. Seulement, pour émettre ce genre de titre, il faut une loi. Il faut que le Parlement s'en mêle. Dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur, François-Alain Targé, dans le gouvernement Brisson, a refusé cette affaire-là. Et c'est là que va commencer à se nouer l'affaire. On voit en effet l'intervention d'un certain Cornelius Hertz, qui va être la cheville ouvrière de l'affaire scandaleuse. Hertz, il est originaire d'une famille de juifs bavarois, il est né à Besançon en 1845, il a émigré aux USA, revenu à Paris en 1966, il a fait des études de pharmacie, il a servi à l'armée de la Loire pendant la guerre de 70, ce qui lui vaudra la Légion d'honneur. Il va repartir aux USA, où là il va lancer une affaire pour soigner les maux de tête à l'électricité, sans grand succès, puis il va revenir en France, et là il se trouve qu'il est proche de Charles de Freycinet, qui est l'un des leaders des républicains opportunistes. Il est aussi lié à la famille de Jules Grévy, le président de la République. Il soutient et finance donc la Justice, qui est à l'époque le journal de Clémenceau. Clémenceau, qui est le chef de file des républicains radicaux. Bon, voilà en gros donc un homme bien inséré dans le milieu politique et où il pense pouvoir effectivement jouer de son influence. Il va contacter le fils de Ferdinand de Lesseps, Charles de Lesseps, et va lui demander, contre 10 millions, de l'autoriser, de l'encourager ainsi à contacter des hommes politiques, des députés, pour obtenir un vote d'une loi autorisant justement l'émission d'obligations à l'eau. Alors pour cette affaire, il s'associe avec un certain Jacques de Reynard, fils d'un baron nommé baron par le roi d'Italie Victor Emmanuel II, qui avait été consul à Francfort, et qui était l'oncle de Joseph Reynard, ancien chef de cabinet de Gambetta, donc quelqu'un qui est également lié à la République opportuniste. Alors ce Jacques de Reynard est aidé par un certain Arton, de son vrai nom Léopold-Émile Aharon, et il va se poser ainsi comme le distributeur des fonds de publicité de la compagnie de Panama. Donc on voit à quoi va servir l'argent de la compagnie. Il s'agit pour l'essentiel éventuellement d'acheter des articles dans la presse, mais aussi d'acheter éventuellement les députés qui vont donner cette fameuse autorisation concernant l'émission d'obligations à l'eau. Alors Hertz va s'acoquiner aussi avec Ferdinand Martin, un banquier, qui va se charger de lancer une pétition en faveur de la compagnie de Panama, ce qui interpelle évidemment le gouvernement, qui va envoyer sur place l'ingénieur Armand Rousseau pour qu'il puisse évaluer la situation. Mais cette
c'est Armand Rousseau, il revient, il fait un compte-rendu assez alarmiste, il montre surtout les problèmes techniques, financiers qui se posent pour le bon aboutissement du chantier. On lance quand même de nouveaux emprunts. On réussit à mobiliser Gustave Eiffel, qui disposait à l'époque d'un prestige considérable, mais le nom du personnage ne change rien au résultat. Et finalement, malgré tout cela, eh bien, en avril 1888, une commission de la Chambre, celle qui est chargée de l'affaire, se dit favorable aux obligations à l'eau. Le 28 avril, la loi est votée et elle est promulguée le 19 juin 1888. Autorisation d'émettre donc pour 600 millions d'obligations à l'eau. Seuls d'ailleurs les épargnants ne sont pas automatiquement séduits, seuls 200 millions d'ailleurs seront récupérés. Il faut dire que depuis le début, il y a déjà près d'1,5 milliard qui ont été engloutis, qui sont partis en fumée dans ce projet, alors que les travaux sont à peine commencés. Alors ce qui devait arriver, bien sûr, arriva. Le 4 février 1889, eh bien, la liquidation de la compagnie est prononcée par le tribunal de la Seine. Il faut bien préciser qu'à ce moment-là, février 89, nous sommes en pleine agitation politique. En effet, Boulanger vient de se faire élire à Paris. C'est l'époque des élections partielles qui voit la montée en puissance continue du général Boulanger. Alors, la situation donc se précise au cours des mois suivants. Et en juin 91, le procureur général Kenneth Beaurepaire ordonne l'ouverture d'une information pour abus de confiance, escroquerie, infraction à la loi sur les sociétés. Alors, l'action est lancée contre Ferdinand de Lesseps, ses deux fils, Charles et Victor, les directeurs de la compagnie, Fontane et le baron Cotu. Jusque-là, il s'agit donc d'une faillite sans plus. Mais l'affaire va prendre maintenant une nouvelle dimension avec l'entrée dans la bataille, à l'automne 1892, du journal d'Édouard Drumont, La Libre Parole. Édouard Drumont, nationaliste, antisémite, hostile au régime parlementaire, eh bien, propose à ses lecteurs une série d'articles sur les dessous de Panama. Et évidemment, députés et sénateurs se voient accusés pour le vote qu'ils ont accompli en 1888. On s'en prend également à Arton, au baron Cotu, à Jacques de Reynard, tous ceux qui ont été les acteurs de cette affaire. Et puis le banquier Ferdinand Martin, inquiet, commence à donner des noms. On voit que, par exemple, Émile Loubet, président du Conseil à ce moment-là, est impliqué. Sadi Carnot, président de la République. Ils veulent faire taire, en effet, Quesnay de Beaurepaire. Mais le garde des Sceaux, Louis-Pierre Ricard, entend continuer les investigations, l'enquête, et des citations à comparaître sont lancées en novembre. Le 4 novembre, Reynard ne peut répondre d'une somme de 3 millions de francs remise par la Compagnie de Panama, et il se voit inculpé de complicité concernant cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit sur la Côte d'Azur. Pendant ce temps, on ne réalise pas chez lui, à Paris, dans son hôtel particulier, les perquisitions qui auraient dû avoir lieu. Il s'affole, donne à Drumont des noms à condition que le pamphlétaire l'épargne. Il essaie de trouver également le contact avec l'ex-préfet de police Andrieux pour essayer de se sauver la mise. Du coup, le nom de parlementaire compromis, les noms apparaissent dans la Libre Parole. Le baron Cotu, lui, livre à l'ancien ministre de l'Intérieur, Ernest Constant, une liste de parlementaires achetés. Là, en effet, le baron Cotu, en l'occurrence, il essaie d'écarter le danger en donnant des noms, en révélant un certain nombre de choses. Alors, Constant, l'ancien ministre de l'Intérieur, il est furieux d'avoir été écarté du ministère Loubet, et donc il file la liste des noms en question au journal boulangiste La Cocarde, qui publie les noms. Et là, cette fois, c'est le président de la Chambre, Floquet, qui est impliqué à son tour.
Alors, que faire? Jacques de Reinard rentre à Paris un petit peu affolé, rend visite à Cornelius Herth avec Maurice Rouvier, ancien président du Conseil et ancien ministre des Finances, et également avec Clémenceau. Et puis ensuite, ils vont aller rendre visite à Constant, l'ancien ministre de l'Intérieur, parce que ils essaient de trouver des solutions pour sortir de la situation qui devient difficile. Les choses s'aggravent puisque juste après, Jacques de Reinard va s'empoisonner. Il va se suicider et son neveu Joseph Reinard va trier ensuite ses papiers alors que Arthon et Cornelius Herth quittent précipitamment la France. Alors là, bien sûr, l'affaire s'emballe. Le jour, un quotidien pourtant proche du gouvernement dévoile que Floquet, le président de la Chambre, a touché 300 000 francs. Delahaye obtient la création de la commission d'enquête qu'il a réclamée, présidée par Brisson. Le gouvernement Loubet est renversé, remplacé par un gouvernement Alexandre Ribot, dans lequel Léon Bourgeois remplace Ricard à la justice. Et puis, bientôt, c'est le banquier Thierry qui témoigne et que Reinard a remis un chèque de 3 300 000 francs de la compagnie de Panama, qu'il a vu passer des chèques aux porteurs dont il connaît les identités, dont il connaît les bénéficiaires, et donc là encore des noms vont sortir. Albert Grévy, le frère de Jules Grévy, Barbet, ancien ministre des Transports. Alors là, l'opinion se déchaîne contre ceux que l'on appelle maintenant les chécards. Et le Figaro de Calmette révèle ensuite la visite de Reinard chez Herth en compagnie de Clémenceau et de Rouvier, ce qui ne fait évidemment qu'aggraver le trouble. Alors Rouvier veut expliquer que les fonds qu'il a pu ainsi récupérer, bien il l'a fait pour la défense de la République, puisqu'il ne disposait pas des fonds secrets nécessaires. Il a fait appel à des amis pour lutter contre le péril boulangiste. Dans ces conditions, évidemment, il pense pouvoir échapper à la vindicte publique. Déroulède, lui, qui était un journaliste boulangiste, dénonce Clémenceau, dont le journal était financé, je le rappelle, par Cornelius Herth. Ça entraînera un duel entre Clémenceau et Déroulède, qui ne fera pas de victimes d'ailleurs. Pendant ce temps-là, l'enquête se poursuit. L'ancien préfet Andrieux parle à son tour. 104 parlementaires maintenant sont considérés comme des chécards, ayant touché entre 1000 et 300 000 francs, notamment cette dernière somme pour un certain Sens-Leroy, qui avait joué un rôle décisif dans le vote favorable en faveur des émissions d'obligations à l'eau. Charles Baillot, ancien ministre des Travaux publics, fait des aveux complets. Et finalement, le 10 janvier 1893, eh bien, c'est la première étape judiciaire, le procès des administrateurs de la compagnie. Ferdinand de Lesseps, qui mourra en 1894, est déjà, du fait de son état de santé, à l'écart de l'affaire, mais son avocat et celui de son fils fait valoir que ses clients ont dû subir les exigences des financiers, des publicistes, des hommes du monde et des parlementaires pillards, ce qui pose évidemment tout de suite le problème. Au bout du compte, Charles de Lesseps, Fontane, Cotu et Gustave Eiffel lui-même sont condamnés à des peines de prison et à des amendes, mais le 15 juin, cette décision est cassée sans renvoi du fait de la prescription qu'ont fait jouer les avocats. Donc les accusés de la compagnie sont donc impunis et des non-lieux sont prononcés concernant Rouvier et Albert Grévy. Alors le procès de la corruption intervient ensuite en mars 1893. Baillot est condamné à 5 ans de prison. Arthon, même chose, mais c'est par contumace puisqu'il est en fuite. Les assauts de la droite continuent quand même contre Clémenceau du fait de ses liens avec Cornelius Herth. Clémenceau considéré par ailleurs comme un agent stipendié de l'Angleterre. Cela dit, le futur tigre va retourner la situation en sa faveur car un député boulangiste, Millevoye, a réalisé des faux grossiers pour pouvoir
pouvoir l'accabler. Il va donc pouvoir ainsi se sauver la mise, mais la caricature fameuse où on le voit valser avec les livres sterling, paru dans le Petit Journal, le poursuivra évidemment longtemps, et dès 1893, il perdra son siège de député. Arton est arrêté en novembre 1995 en Angleterre, mais comme les corrompus ont été innocentés, eh bien on ne peut pas le condamner, et au bout du compte, il explique qu'au lieu des 104 shekars imaginés, eh bien il n'y en ait eu en fait que 26. Soupir de soulagement sur les bancs de l'Assemblée, évidemment pour beaucoup. Au passage, Arton se suicidera en 1905. Alors, les derniers députés et sénateurs impliqués ou compromis sont acquittés en 1897. Hearst échappe à la justice, il s'est réfugié en Angleterre, il y mourra en 1898. De fait, l'affaire, à ce moment-là, sera classée et on passera tout à fait à autre chose, puisque 1898, c'est le début de l'affaire Dreyfus. Des conséquences cependant importantes de cette crise, poussée socialiste contre les républicains opportunistes et radicaux, développement d'un puissant courant antisémite dans le pays, ça prépare le terrain pour l'antisémitisme qui s'exprimera pendant l'affaire Dreyfus, puisque la plupart des acteurs de ce scandale de Panama étaient juifs, mais aussi l'affaire Dreyfus va permettre à de nombreux shekars de se faire oublier ou de se refaire une virginité. Floquet, lui, ne s'en relèvera pas. Mais Émile Loubet finira président de la République après Félix Faure en 1899. Rouvier sera de retour au ministère des Finances en 1902 et Clémenceau sera réélu sénateur du Var en 1902, pour ne rien dire de ce que sera sa carrière ultérieure comme président du Conseil de 1906 à 1909 et surtout comme président du Conseil de la guerre et de la victoire en 1917-1918. Je reçois aujourd'hui Yves Morel, professeur d'histoire, historien, que j'ai reçu déjà dans cette émission à propos de plusieurs ouvrages, tout récemment celui qu'il a consacré à Augustin Cochin, l'historien de la Révolution. Rappelez-nous le titre exact et l'éditeur. Oui, c'est la vraie pensée d'Augustin Cochin chez Via Romana. Voilà, la vraie pensée d'Augustin Cochin, donc aux éditions Via Romana. Auparavant, vous aviez publié une biographie d'Abel Bonnard aux éditions Pardès. Oui. Et puis, il y a un petit peu plus longtemps, j'ai rappelé que vous aviez été professeur d'histoire, vous étiez intéressé au naufrage de ce qu'on appelle encore l'éducation nationale, en essayant d'analyser les racines de la perversion du système scolaire français. Dans la fatale perversion du système scolaire français chez Via Romana. Chez Via Romana également. Donc, non seulement vous êtes un historien, mais vous avez accompli toute une réflexion de fond sur notre système d'enseignement, dont on sait que son état a de quoi nous inquiéter. Alors aujourd'hui, vous nous proposez un ouvrage un petit peu inattendu, parce que là, il s'agit d'un sujet, on va dire, plus exotique. Il s'agit d'un livre consacré à Codreanu, le leader nationaliste roumain, le fondateur de la Légion de l'Archange Michel, qui a développé en Roumanie, durant l'entre-deux-guerres, on peut dire une forme locale de ce qu'on pourrait appeler de manière très générale le fascisme, encore qu'il soit nécessaire de préciser les choses à ce sujet. Alors pour comprendre ce qui se passe en Roumanie durant cette période, et avant d'en venir à la personnalité même de Codreanu, eh bien, je crois qu'il est bon peut-être de rappeler le contexte général de la Roumanie au sortir de la Première Guerre mondiale. C'est une nation jeune, une nation récente, et qui a été finalement très éprouvée pendant la guerre, mais qui est sortie victorieuse de la guerre avec des gains territoriaux considérables, ce qui ne va pas sans poser d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Alors la Roumanie est une nation romane d'Europe balkanique,
qui a été très longtemps occupée par l'Empire ottoman. Elle a conquis une semi-indépendance en 1859, en particulier grâce à l'intervention de la France et de la Russie. Et en 1859, les deux principautés de Moldavie et de Valachie se sont unies et ont eu droit à une certaine autonomie sous la protection de la France et de l'Empire russe, mais tout en demeurant vassal de l'Empire ottoman. En 1881, ces deux principautés se sont réunies définitivement et ont formé le royaume de Roumanie. Elles se sont données pour roi un Allemand, un prince de Hohenzollern, Charles Ier de Hohenzollern. Et c'était un petit pays de 128 057 km². Ce pays a cultivé son identité nationale. Il y a eu un mouvement nationaliste puissant qui réclamait la réunion au royaume des Roumains qui étaient encore enclavés dans des puissances étrangères, les Roumains de Transylvanie. Qui étaient dans l'Empire austro-hongrois. Dans l'Empire austro-hongrois. Ceux de Bessarabie qui étaient dans l'Empire russe. Ceux de la Dobroudja qui étaient dans le royaume de Bulgarie. Il y a donc eu un mouvement nationaliste puissant qui a décidé en 1916, ce pays a déclaré la guerre aux empires centraux, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand, aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, et aux côtés de la Russie aussi. Et de la Russie, et de la Russie. Oui, parce qu'il faut rappeler, vous l'aviez signalé, que le souverain roumain, il vient de la famille de Hohenzollern. Oui, alors Charles Ier de Hohenzollern, lui, était hostile à cette intervention, mais il se trouve qu'il meurt à la fin août 1914. Il est remplacé par son fils, Ferdinand Ier, qui lui est né en 1864, soit 2 ans avant l'intronisation de son père, en 1866, 2 ans avant. Et par conséquent, Ferdinand se sent beaucoup plus roumain que son père, et il est très sensible au courant patriotique roumain de l'époque. Et lui a penché résolument du côté de l'intervention de la Roumanie, aux côtés des Alliés. Le président du Conseil de l'époque, Ion Brătianu, lui aussi était très favorable à cette intervention. Ion Brătianu, président par ailleurs du Parti national libéral, est très francophile. C'est ça, on a affaire à l'époque à une Roumanie très francophile. Très francophile, et à l'époque, la plupart des représentants de l'élite roumaine effectuent leurs études supérieures à Paris, et parfois même leurs études secondaires. Et ce sont des gens qui connaissent très bien la France et la culture française, qui parlent très couramment le français et qui sont francophiles à fond. Et on désignera Bucarest comme le petit Paris. Voilà, exactement. Les Roumains étaient reconnaissants vis-à-vis de la France de Napoléon III, qui par son intervention avait favorisé l'émergence de leur État. Tout à fait. Et puis la France était le pays des droits de l'homme, le pays du principe des nationalités, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à avoir un État. Et pour ça, donc tout cela influait beaucoup sur leur attitude. Et la France avait promis à la Roumanie, pour prix de son intervention, la récupération des Roumains de Transylvanie, de Bessarabie et de Dobroudja. C'est ça. Alors, la Roumanie, il faut dire que la Roumanie a donc déclaré la guerre aux empires centraux, mais elle l'a très vite regretté. La guerre a été dure. Oui, la guerre a été dure. Les troupes roumaines ont été vite défaites par les puissances centrales. Par ailleurs... ils ont été confrontés à une coalition austro-hongroise, allemande et bulgare. Oui, tout à fait. Ça faisait beaucoup de monde pour un seul pays. Et ça, Ion Brătianu n'a pas voulu en tenir compte. Il n'a pas voulu évaluer la réalité des rapports des forces. Il a présumé des forces de son pays.
Par ailleurs, la Russie a fait défection puisque elle a subi la révolution russe de 1917, d'octobre 1917, qui a conduit à une paix séparée avec l'Allemagne et au traité de Brest-Litovsk en mars 1918, 3 mars 1918. Ce qui fait que la Roumanie a perdu du coup son allié à l'Est. Alors elle a été soumise, elle a été obligée de capituler devant les puissances centrales. Il y a eu le traité de Bucarest le 3 mai 1918 qui a fait de la Roumanie un véritable vassal, protectorat, un vassal occupé des deux puissances centrales. Mais bon, la situation a évolué. Le sort des armes a été favorable aux Alliés. Et finalement, la Roumanie, qui était dans le camp des vaincus, s'est retrouvée dans le camp des vainqueurs. Et elle a pourpris de son intervention, conformément aux promesses qu'on lui avait faites, elle a retrouvé, elle a intégré au royaume de Roumanie la Transylvanie du Sud, qui appartenait à la Hongrie, qui a été prise sur la Hongrie. Également la Bessarabie, prise à l'Empire russe, et puis la Dobroudja du Sud, prise à la Bulgarie, qui elle, était également dans le camp des vaincus. Ce qui fait que, en fin 1918, on a eu ce qu'on a appelé la Grande Roumanie, c'est-à-dire un royaume de 295 000 km² et d'à peu près 20 millions d'habitants, mais qui comptait aussi beaucoup de minorités. Il y avait beaucoup de Hongrois, beaucoup de Ruthènes, des Russes, des Bulgares aussi, sans parler des Juifs et des Tziganes qui étaient très nombreux. Et ça faisait beaucoup d'éléments halogènes. Alors voilà donc l'état de la Roumanie au sortir de la Première Guerre mondiale. Alors dans ce contexte-là, comment situer le jeune Codreanu et voir ce qu'a été son parcours? Corneliu Codreanu est né le 13 septembre 1899. Sa naissance est un petit peu compliquée, elle aussi. Il se trouve que son arrière-grand-père, qui s'appelait Zéléa, mais à l'époque où la Bucovine, parce qu'il est né à Oussy en Bucovine, à l'époque où la Bucovine a été annexée par les Polonais, il a été obligé de changer son nom en Zelinski. Son fils a conservé le nom de Zelinski, il a servi dans l'armée austro-hongroise. Et par la suite, son fils, le petit-fils donc, et le père qui est le père de Codreanu, lui est revenu aux origines et il est revenu à son nom de Zéléa, au nom de Zéléa, il s'appelait Ion Zéléa. Et à partir de la Première Guerre mondiale, il a opté pour le nom de Codreanu, qui signifie en gros homme de la forêt, si on peut dire. Homme de la forêt, voilà. Ah oui. Donc Corneliu Codreanu est né en 1899, le 13 septembre. J'ai oublié de parler aussi du côté maternel. Du côté maternel, Codreanu descend d'une famille qui était la famille Brunner, d'origine bavaroise, qui était de confession luthérienne. Oui. Mais la mère de Corneliu s'est convertie à l'orthodoxie, la religion orthodoxe, la religion roumaine, peu avant son mariage. Son mariage, d'accord. Oui. Alors, Corneliu a vécu dans une ambiance extrêmement patriotique. Il a retiré de son éducation un sentiment patriotique extrêmement puissant. Et il était à l'école militaire. Très vite, il s'est senti une vocation militaire. Alors, il a d'abord été élève du Prytanée militaire de Dealu. Après, il a fait une autre école militaire, et puis après, il a fait l'école militaire de Botoszani. Sa vocation militaire s'affirmait vraiment.
pendant la guerre, au début de la guerre, il a essayé de s'engager. Il était très jeune. Hein. Oui, mais il a triché sur son âge. Ah oui, parce il qu'il avait 15 ans. Ouais. Mais un officier, le colonel Pipirescu, n'a pas été dupe et n'a pas voulu de lui comme recrue. Ouais. Par contre, il a accéléré sa formation militaire à Potosani. Mais Codroanu n'a pas participé à la guerre. Oui. Mais pendant la guerre, bon... il a vu le comportement des Russes, les Russes qui se sont conduits d'une façon épouvantable en Roumanie. Ils ont saccagé des propriétés, ils ont violé des femmes, c'était des ivrognes, des débauchés. Et pour couronner le tout, ils se sont débinés, ils sont partis au moment de la Révolution. Non sans avoir essayé auparavant d'implanter le bolchevisme en Roumanie. Bien sûr. Alors, Codroanu en a tiré un sentiment anti-russe extrêmement violent. Voilà. Il a tiré également de son enfance un sentiment antisémite très, très puissant. Parce que les Juifs formaient une communauté tout à fait à part, qui ne se sentait... qui était importante en Roumanie. Très importante, très importante, mais qui ne se sentait nullement roumaine de cœur, et qui d'autre part avait une situation économique avantageuse. Ils occupaient des métiers de fournisseurs de matériel agricole, des négociants, c'était eux qui achetaient la production des paysans. Bon, ils soumettaient les paysans à leur bonne volonté, ils achetaient leur récolte à vil prix, ils leur vendaient du matériel très cher, ils les endettaient. Par ailleurs, ils tenaient à peu près tous les commerces disons genre épicerie, etc., dont les paysans roumains avaient besoin. Et du coup, Codroanu en a tiré un sentiment antisémite très fort également. C'est ça, c'est un antisémitisme paysan, oui. Un petit peu comparable à celui qu'on a à l'époque dans l'Empire russe. Oui, tout à fait. Dans une large mesure. Alors, par la suite, au sortir de la guerre, il a opté pour des études de droit. Il a fait des études de droit à l'université de Iași. Oui. Au début, il était assez bien vu à la faculté de droit parce que son père avait déjà été un protégé d'un professeur de droit éminent à l'époque qui s'appelait Alexandru Cuza, professeur de droit et d'économie politique. Oui. Et très vite, Codroanu s'est senti une âme de militant antisémite, militant nationaliste surtout. Et il s'est distingué dès la rentrée de 1919 en s'opposant à une mesure qui était l'abolition de la messe de rentrée. Le rectorat de l'université d'Iassi avait décidé de supprimer cette messe de rentrée qui était de tradition, au motif que c'était une atteinte à la laïcité. Oui, une atteinte à la laïcité. Beaucoup d'universitaires de Iași étaient laïcs ou francs-maçons, ou sceptiques ou rationalistes, etc. Et d'autre part, c'était perçu comme un usage suranné. Donc la suppression avait été décidée. Codroanu s'est révolté contre cette décision. Et il a animé un vaste mouvement de protestation à la tête des étudiants, de beaucoup d'étudiants de l'université d'Iassi. Finalement, il a eu gain de cause, la messe a été rétablie, mais Codroanu, lui, a été frappé d'une mesure d'expulsion. Cette mesure d'expulsion, cependant, n'a pas été appliquée parce que beaucoup de professeurs et d'étudiants ont fait le siège du rectorat. Et le rectorat a décidé de maintenir la sanction, mais de l'ignorer, sans l'appliquer. De ne pas l'appliquer. Ce qui fait que Codroanu a effectué ses études jusqu'à sa licence, l'obtention de sa licence en 1922. Il a trouvé que cette formation était peut-être un peu courte et il a décidé d'aller voir ailleurs. Il a décidé d'aller voir en Allemagne et il a complété ses études de droit
en Allemagne aux universités de Jena et de Berlin, et il est devenu docteur en droit de l'université de Berlin en 1924. Voilà. Il est venu en France également. Plus tard, il est venu en France. Voilà. Et alors, il va s'engager en politique. Oui, le parcours du jeune homme, là, rappelle à certains égards ce qu'a pu être celui d'un Léon de Grelle en Belgique, dans ses débuts, tout du moins. Oui, mais la différence, c'est que, bon, Codroano, à mon avis... De Grelle est catholique, lui, bien sûr. De Grelle est catholique, et puis... Codroano est quand même beaucoup plus réfléchi que de Grelle. Oui. Il est moins tête folle, hein, quand même, que de Grelle, même s'il est enflammé, hein, même s'il est d'un caractère de feu. Alors, Codroano va se lancer en politique. Hein, il va d'abord adhérer à un mouvement, la Ligue de la conscience nationale, d'un certain Constantinou Pancou. Ça va lui paraître un peu insuffisant. Et très vite, il va adhérer à la Ligue de la conscience nationale de cet universitaire, Cuza, d'Alexandru Cuza, en 1923. Bon. Il va y jouer un rôle très important et très vite il va en prendre la direction à la place de Cuza. Cuza en reste le président, mais c'est Codroano qui détient qui détient la réalité du pouvoir pour une raison très simple, c'est que Alexandru Cuza est déjà âgé de 66 ans. Bon, son avenir est derrière lui, hein, pour ainsi dire. Codroano, lui, est tout jeune, et puis Codroano est beaucoup plus dynamique et entreprenant que Cuza. Cuza, c'est un universitaire qui aime bien les polémiques, qui aime bien les grandes tirades contre les juifs, contre la classe politique, etc., mais qui ne va pas plus loin. Oui, c'est ça. Et Cuza se sent très mal à l'aise devant des auditoires qui ne sont pas composés d'étudiants. Cuza est perdu en dehors d'une salle de cours, d'un amphithéâtre, ce qui n'est pas du tout le cas de Codroano. Alors Codroano va donc prendre la tête de la Ligue de la conscience nationale chrétienne, la LANC, qui est l'ANC, et il va la mener sur des positions beaucoup plus extrêmes que celles de Cuza. Par la suite, Codroano et ses hommes vont se réunir à Rarao, sur les monts Rarao. Bon, ils vont projeter l'assassinat d'un certain nombre de personnalités auxquelles ils reprochent leur politique par trop antinationale. En particulier, ils leur reprochent la constitution de 1923, qui est pour eux beaucoup trop libérale, et qui fait la part trop belle aux minorités halogènes. Mais là, ils vont être dénoncés par un des leurs, un certain Vernichescu, et du coup, ils vont être arrêtés. Bon, alors, ils vont être jugés devant le tribunal de Iași. Et alors là, il va se passer une chose étonnante. Bon, le grand ami de Codroano, Ioan Muta, va tuer Vernichescu d'un coup de revolver, en utilisant un revolver qu'un gardien complice de la prison lui a remis. Bon, on pourrait penser que cela va assurer leur condamnation en quelque sorte. Mais finalement, non. Le peuple, la classe politique roumaine est très impopulaire, et le peuple va se tourner... Prend parti pour les accuser. Oui, prend parti pour les accuser, et si bien que finalement, ceux-ci sont acquittés. Voilà. Et alors Codroano ensuite fondera la Légion de l'Archange Michel. Oui. Pas tout de suite, parce que bon, d'abord il se marie. Il se marie en 1924 avec une jeune femme, Elena Ilinoiu.
Le couple n'aura pas d'enfant, ils adopteront une petite fille. Et bon, Codreanu, qui commence à être très célèbre et très populaire, décide de prendre du chant. Il décide d'aller en France. Oui. Alors, il va d'abord à Strasbourg le déçoit. Il va ensuite à Grenoble. Alors, Grenoble, au contraire, l'enchante. Il admire beaucoup le paysage. Il admire beaucoup la statue de Bayard. Et il est vraiment particulièrement... il tombe sous le charme, quoi. Et les choses ne vont quand même pas tout seul. Il est très bien vu de la population locale, mais il n'a pas d'argent, hein. Il est désargenté, il est obligé de travailler. Sa jeune femme fait des broderies, lui-même est obligé de se mettre à travailler aussi, et ça le gêne d'autant plus qu'il s'est inscrit à la faculté de droit de Grenoble. Il s'est inscrit à la faculté de droit de Grenoble pour y préparer un doctorat. Et donc il est donc gêné. Et puis la politique roumaine va se rappeler à lui. Ses camarades de la langue, les camarades militants de la langue, le rappellent parce que en 1926, une crise politique éclate en Roumanie. Bon. Ion Brătianu, qui est une fois de plus président du Conseil, est tombé. Il n'y a aucune majorité possible pour former un nouveau gouvernement. Le roi Ferdinand Ier fait donc appel au vieux maréchal Averescu, qui est le héros roumain de la Grande Guerre. Averescu forme un gouvernement de salut national. Il déclare l'état de siège. Et il décide de faire des élections anticipées. Alors, Codreanu est obligé de revenir pour participer à ces élections. Bon, les élections ont lieu. La langue a une dizaine d'élus, dont Codreanu. Mais elle n'a qu'à peu près 2,5% des voix au plan national, ce qui est très peu. Et Codreanu décide de revenir en France. Il revient donc en France, il termine son doctorat plus tôt que prévu en mai 1927, et puis il revient en Roumanie. Et là, en Roumanie, il découvre une langue, une ligue de la conscience nationale chrétienne profondément divisée entre partisans de Cuza, qui sont relativement modérés, et ses propres partisans, les partisans de Codreanu, qui eux ont des positions beaucoup plus extrêmes. Alors que fait Codreanu ? Il décide de rompre le lien. Et en juin 1927, il décide de fonder la Ligue de l'Archange Michel. Alors pourquoi la Ligue de l'Archange Michel ? Parce que quand il était en prison à Bucaresti, il a été très impressionné par une icône de l'Archange Michel qui a représenté pour lui comme un symbole de ce que devait être son destin. Le Saint Michel de la Roumanie, le sauveur de la Roumanie. Voilà. Alors, cette aventure de la Ligue de l'Archange Michel, je vous invite à retrouver son histoire dans l'ouvrage de Yves Morel, parce que notre temps là est écoulé. Codreanu, c'est une aventure politique tout à fait extraordinaire qui se terminera mal, hein, puisqu'il sera assassiné en prison. Je vous rappelle donc le titre de l'ouvrage d'Yves Morel, Codreanu, dans la collection Qui suis-je, l'excellente collection Qui suis-je, aux éditions Pardès.